Bonsoir à tous, Bonsoir. ravi de vous retrouver ce soir. Depuis dimanche, un documentaire diffusé sur M6 intitulé Ni fille ni garçon, la révolution du genre fait beaucoup parler. Éric Zemmour. Il s'appuyait notamment sur les résultats d'un sondage réalisé par l'IFOP en novembre 2020, un sondage selon lequel 22% des 18-30 ans disent ne pas se reconnaître dans les deux catégories de genre, hommes ou femmes. Éric Zemmour, comment expliquer ce phénomène de société au sein des jeunes générations? Alors, vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire que ce sont les idées qui mènent le monde. Je rabâche un peu, c'est-à-dire que je pense sincèrement que le combat est d'abord celui des idées et que ce sont les idées qui déterminent les comportements ensuite dans la société. Ce qu'on appelle phénomène de société, pour moi, c'est d'abord en amont un phénomène intellectuel, idéologique, qui va provoquer le phénomène de société. J'ai une très jolie phrase de Lénine qui s'y connaissait en propagande et qui disait « Faites-leur avaler le mot, ils avaleront la chose ». Et je pense que c'est exactement ce que nous avons vécu depuis une quarantaine d'années, depuis les années 70, c'est-à-dire que depuis que les théories de la déconstruction ont pris le pouvoir dans les universités et qu'elles n'ont cessé, vous savez, c'est les fameuses théories françaises, Deleuze, Guattari, etc., qui sont parties dans les campus américains et qui nous sont revenus des campus américains et qui voulaient déconstruire, selon l'expression consacrée, toutes les structures collectives traditionnelles, c'est-à-dire l'État, la nation, les églises, les syndicats, la famille et le sexe. Et donc on a commencé à dire il faut déconstruire le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin ne sont pas naturels. L'homme et la femme est une construction sociale. Il faut déconstruire ça. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a que des constructions sociales, des ressentis sociaux. Tout part de là. Alors évidemment, avant... À peu près quand, ça? Avant, ça c'est les années 70-80. Et puis, le mouvement, évidemment, se prolonge. Ça part des universités. Vous savez, le schéma classique qu'avait élaboré en son temps Régis Debray, de la diffusion des idées. Université, médias, société. Voilà, ça a fonctionné de cette façon. Et à partir du moment où on a commencé à dire il y a des genres, et non pas il y a des sexes, le ver était dans le fruit. Alors, évidemment, vous allez me dire, il y a toujours eu des hommes qui n'étaient pas très virils, des femmes qui étaient, au contraire, pas très féminines, ça a toujours existé. Dans Flaubert, on parle de femmes homas. Dans tous les romans, on parle d'hommes efféminés. Dans Proust, on parle des invertis. Enfin, tout ça est vieux comme le monde. Sans parler de César. Qui était à tous les hommes et à toutes les femmes. Oui, je connais mes classiques avec Marc. Non, mais vous voyez, c'est vieux comme le monde, cette histoire. Évidemment, la différence, c'est le discours sur un phénomène vieux comme le monde, qui, lui, n'est pas vieux comme le monde. Vous voyez, c'est ça qui est quelque chose d'absolument fondamental. À partir du moment où, je disais donc, on dit il y a des genres et non plus des sexes, où on dit tout est social et non pas biologique, parce que là aussi, vous allez me dire... Évidemment que les sexes masculins et féminins sont le produit aussi de représentations sociales. Tout le monde le sait. Pascal, il y a 4 siècles, disait déjà « Je crains que ce qu'on appelle nature ne soit déjà une coutume, comme la coutume est une seconde nature ». Pas besoin de théorie du genre, pas besoin de grands cinémas sur les représentations sexuelles. Tout le monde le sait. La différence... La grande différence, c'est qu'auparavant, le social venait se fonder sur le biologique et venait renforcer le biologique, venait raffiner le biologique, mais qu'il ne le niait pas. Alors qu'aujourd'hui, avec les fameuses théories du genre, etc., on le nie et on considère qu'il n'y a rien de biologique, que tout est social. Deuxième chose, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, on a pris une méthode très simple. Vous allez voir, ça marche à tous les coups. On prend un cas. Pas besoin de 10, pas besoin de 100. C'est comme vous savez, c'est comme au bonneto. Un cas. Et on dit, regardez,
Celui-là, il se sent pas homme, celle-là, elle se sent pas femme, ou elle souffre dans son corps d'homme, ou il souffre dans son corps de femme, vous voyez. Et on prend un cas pour lequel d'ailleurs c'est vrai, et que les gens souffrent vraiment, et qu'il y a une vraie, vous voyez, Oui, ça existe toujours, oui. Mais parce qu'on trouve toujours, dans la nature, il y a toujours tout. Donc on trouve. Et qu'est-ce qu'on fait? On généralise ce cas. Et on dit, toute la société doit s'adapter à ce cas. Deuxième méthode. Vous voyez, déconstruction et méthode de la généralisation de l'exception. Ce n'est plus l'exception qui doit s'adapter à la généralité, à ce qu'on appelle la norme. C'est pour ça qu'on l'appelle la norme. C'est pas parce que c'est pas un regard moral, c'est simplement que c'est l'énorme majorité. Et donc on a pris l'habitude d'appeler ça la norme, normale. Tout ça, ça n'a rien au départ de moral, vous voyez. Mais pendant des millénaires, l'exception s'est adaptée au général, à la norme, pour que, comme disait Pascal, la paix civile fût qui est le bien commun. C'est-à-dire que, vous voyez, pour que les sociétés soient cohérentes. Aujourd'hui, comme on veut déconstruire les sociétés pour mieux les détruire, on verra après qui a intérêt à tout ça, hein, mais voyons d'abord dans le royaume des idées. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On pousse la généralité, la norme, à s'adapter à l'exception, à l'individu. Et à partir de là, évidemment, tout est possible. Et tout est, et j'allais dire, on peut tout détruire. Et c'est exactement ce qu'on fait. Troisième élément de ce canevas, c'est que des troubles dans la sexualité, le rapport à soi-même, c'est universel. Ça s'appelle l'adolescence. Ça s'appelle tout simplement l'adolescence. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on ne sait pas si on a un garçon, si c'est une fille, qu'est-ce qu'on est exactement, quel est notre type de sexualité, comment on doit se comporter avec l'autre sexe, Ça s'appelle l'adolescence. C'est un trouble normal. Et ce qui est normal, c'est d'en sortir. Ça s'appelle devenir adulte. Or, nos sociétés trop riches et trop pacifiques, grâce à Dieu, quel est l'effet pervers de ça? C'est qu'on a voulu pérenniser cet état d'adolescence. On est rentré dans ce que certains appellent l'adolescentrisme. Et donc tout le monde veut être un adolescent éternel, nous tous. Et l'adolescence, qu'est-ce que c'est? Ce que je viens de dire, c'est le trouble. Et donc on ne veut jamais sortir du trouble. Et donc nos sociétés sont organisées pour déifier ce trouble, pour le pérenniser, pour le glorifier. Et évidemment, ça a un effet sur les gens. Et surtout sur les jeunes. Parce que justement, ils sont dans l'époque où il y a ce trouble. Et comme le monde des adultes ne leur dit plus, comme avant, ne pleure pas, tu es un garçon, ou ne te comporte pas comme ça, tu es une fille, au contraire, que le monde des adultes leur dit « Ah, mais oui, il y a un trouble, il faut absolument tenir compte de ce trouble », eh bien, le trouble gagne. Il y a aussi le côté, à partir du moment où, dans l'ensemble, l'ado ne se sent pas bien, on lui offre un refuge, on lui offre une figure dans laquelle il peut se projeter, donc ça le sort de ses difficultés. Bien sûr. Alors, je sais que vous avez envie de bondir. J'ai mais... beaucoup de questions aussi. Non, mais ne bondis plus, Marc. Oh, que oui. Non, mais on va faire un petit tour de table tout à l'heure. On termine le développement parce que voilà, on a beaucoup de questions. Allez-y, je vous en prie. Qui est-ce a intérêt à entretenir le trouble sur le genre? À qui cela profite-t-il? Alors là, effectivement, après comment et quoi, la question suivante, c'est qui? Et on a de multiples personnes, en vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à tout ça. J'ai dit d'abord, ça a commencé par une théorie, tout simplement, la fameuse French Theory de Deleuze, Guattari, etc. Mais après, il y a d'abord les groupes militants féministes et homosexuels. Ça commence par une alliance pour détruire le fameux patriarcat, le fameux horrible patriarcat de l'homme hétérosexuel. Et donc on salit toutes les minorités qui se sentent persécutées et dominées, en tout cas, par l'horrible patriarcat, salit pour évidemment saper les fondements de la société et montrer que les minorités existent aussi et doivent avoir le droit à la parole. Et nous avons effectivement une alliance entre tous ces groupes minoritaires qui passent leur temps à utiliser la méthode que je vous ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on prend des cas
réduit, ultra-minoritaire, et on en fait des normes générales qu'on glorifie et qu'on impose à la majorité silencieuse et le plus souvent apathique. Vous voyez, ça c'est une méthode, et ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a les médias. Évidemment, les médias sont complices de ça. D'abord pour faire des audiences, parce qu'il y a des histoires croustillantes à raconter, et parce que souvent, dans les médias, de nombreuses personnes sont membres, ou en tout cas alliés, de ces groupes minoritaires. Et puis, il y a les marchands, les médecins, les cliniques. J'ai lu que les gender cliniques aux États-Unis, en une dizaine d'années, étaient passés en 2007. J'ai noté, mais si je dis une bêtise, je vérifierai moi-même. Il y en avait 2 en 2007. Il y en a 50. Voilà. On a les mêmes chiffres, on a noté les mêmes points. Voilà. Vous voyez, là, il y a de l'argent derrière. Hein. Ça rapporte toutes ces opérations. Bon. En France, c'est pareil. Je ne connais pas les chiffres, mais je sais que ça se démultiplie d'année en année. Il y a des gens qui ramassent beaucoup d'argent. C'est un business formidable. Ensuite, il y a plus globalement, vous savez, je vous cite toujours Jean-Claude Michéa et sa fameuse analyse sur l'alliance entre le marché, entre le libéralisme et les libertaires. Oui, le marché a intérêt à avoir des sociétés déstructurées, avec des individus qui ne sont jamais en groupe. Parce que, évidemment, ça fait des bons consommateurs, tout ça. Tout ça, là, il y a des consommations. Il faut consommer. Plus on divise, plus on subdivise la société en organismes et en individus, et plus on peut leur vendre des choses différentes. Donc là, il y a une alliance. Il y a une alliance idéologique et il y a une alliance commerciale. Parce que tout ça est un business formidable. Les business des opérations de changement de sexe ou les opérations d'enfants qu'on fait faire en Inde, etc., les PMA, les GPA, etc. Tout ça, c'est un business formidable. Il y a beaucoup d'argent. Il ne faut jamais cesser de le dire. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, une alliance, exactement comme dans les livres de Michéa, entre les minorités dont je vous ai parlé tout à l'heure, mouvement homosexuel, et le business derrière. Et chacun joue son rôle. Et chacun est allié pour façonner cette nouvelle société qu'on nous présente comme le Graal suprême et le comble du progrès. Il y a quand même des drames humains. Comme vous dites, c'est individuel, c'est minoritaire, mais ces drames, ils existent aussi. Certains éprouvent un sévère malaise dans leur sexe biologique. Où les placer, ceux-là? Je vous ai dit, ça a toujours existé. Moi, je connais un thème. C'est le fameux, mais parce que j'aime cette période, c'est le fameux chevalier d'Éon, qui était un espion de Louis XV et qui était tout le temps habillé en femme. Il était célèbre, il a espionné en Angleterre, dans d'autres pays, et il était connu pour justement venir habillé en femme, etc. Et on sentait bien que ce n'était pas seulement une couverture, vous voyez, d'agents secrets. Et à la fin, il obtient l'autorisation d'être en femme. Exactement. C'est la première fois. Et à l'époque de Louis XV, c'est pas rien. Donc je ne connais pas beaucoup d'autres cas, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Ça a toujours existé, vous avez raison, et c'est des souffrances réelles, des souffrances humaines. Mais il y a deux choses différentes. Vous connaissez la fameuse histoire des années 60 avec le médecin néo-zélandais qui a fait cette expérience tragique sur les 2 jumeaux. Oui, vous connaissez. Donc il y avait un jumeau qui a eu un accident de circoncision et donc il en a profité pour dire dire aux parents vous allez l'élever comme une fille. Et je vais démontrer que la biologie n'est rien, que le social et que l'éducation. Et sans le dire à l'enfant. Exactement, et sans le dire à l'enfant. Et que l'éducation est tout. Et effectivement, pendant l'enfance, ça marche. Et ensuite, c'est une catastrophe. L'adolescent souffre. Se sent un garçon, ses parents sont obligés de lui avouer. Enfin, je vous passe l'horreur. Finalement, les deux jumeaux se suicideront dans les années 2002 et 2004. Il y a autre chose. Il y a cette histoire
parce que ça touche les enfants. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a de nombreux parents maintenant qui emmènent leurs enfants chez des médecins pour leur dire, bah voilà, c'est un garçon, mais il se sent une fille. On a vu même inviter dans une émission Quotidien, qui s'appelle Quotidien, un enfant de 8 ans pour dire, ah bah voilà, je me sens, je ne sais plus si c'était une fille qui se sentait un garçon ou un garçon qui se sentait une fille. Ils sont de plus en plus jeunes. Et on les met comme ça en vedette. Je trouve ça, je vais vous dire, ignominieux, indigne. C'est absolument des méthodes inqualifiables. Parce que les enfants, moi je sais, j'en ai eu 3, j'en connais beaucoup, c'est assez simple les enfants. Ils n'ont pas conscience de ce qu'est le sexe, de ce qu'est le genre sexuel. Eux, ils veulent être aimés de leurs parents. Donc si, et il y a beaucoup de psys qui l'expliquent ainsi très bien, si le petit garçon ou la petite fille sent que ses parents voulaient un garçon ou une fille, ça reste dans le non-dit, eh ben, il va tout faire pour correspondre à cette image. Si, par exemple, les parents ont eu 2 garçons et que la fille arrive en 3e, eh ben, elle va vouloir être un garçon manqué, comme on disait avant. Ça a toujours existé. Et puis, à partir de la puberté, eh ben, évidemment, la biologie va reprendre. Sauf que si on fait des opérations avant à des enfants, mais c'est digne du docteur Mengele, vous savez. Moi, je considère que c'est digne du docteur Mengele, celui qui faisait des expériences dans les camps de concentration. C'est absolument honteux. Est-ce que les réseaux sociaux n'accélèrent pas cette tendance ? Bien sûr que les réseaux sociaux accélèrent, mais moi, je n'ai pas l'habitude de taper sur les réseaux sociaux pour ça. C'est-à-dire que oui, les réseaux sociaux accélèrent, mais bon, il ne faut pas confondre le moyen et la cause. Oui, vous avez raison, ça accélère, ça aggrave. Comme la télévision accélérée jadis, comme voilà. Oui, vous avez raison. Ça veut dire que c'est un intrus en plus du parent. Mais c'est pas ça le sujet, vous comprenez ? Le sujet, c'est la propagande, les moyens, les intérêts derrière. Vous voyez, il y a tout cet ensemble-là qui fait ce qu'on fait aujourd'hui et les chiffres terrifiants que vous avez donnés. Et puis, je voudrais dire une dernière chose, c'est que, en fait, il y a des gens qui ont intérêt à ce que nos sociétés occidentales soient complètement, comment dire, déconstruites comme ça et déstabilisées n'est pas. Vous savez, quand les communistes voulaient fédérer la lutte révolutionnaire des classes populaires, ils étaient très puritains. Il y avait les hommes et les femmes. Il n'y avait pas, on chassait l'homosexuel. Je ne suis pas favorable à ça, mais c'est pour vous dire que il faut savoir quelle société on veut. Est-ce qu'on veut glorifier le nombrilisme individualiste ou est-ce qu'on veut glorifier la nation, le collectif, la patrie, voyez, et la grandeur du pays? C'est 2 types de sociétés qui n'ont rien à voir. Et il y a des gens, en particulier à l'extérieur, qui sont très contents de ce qu'ils assimilent, en partie légitimement, comme la décadence de l'Occident. Vous voyez, il y a des sociétés à l'extérieur qui nous regardent et qui disent vraiment l'Europe, c'est fini. L'Occident, puisqu'il y a l'Amérique avec, c'est fini. Et ils sont décadents, c'est terminé. On va pouvoir les liquider. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents dans les pays étrangers et dans les civilisations étrangères et qui nous regardent avec un mélange de mépris et de pitié. Merci beaucoup. On fait un petit tour de table. Éric de Rijnmaten, Dimitri, Marc. Ouais, écoutez, je rejoins beaucoup de vos points. Simplement, est-ce que ce n'est pas un peu un phénomène passager comme il y en a eu dans le passé, où c'était la mode un peu de se rebeller, d'être contre ses parents? Parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est une question d'éducation et de culture. Ça plairait à Marc Menant. Je pense que le jour où les parents lâchent prise, et on le voit bien, s'il n'y a plus de cadre familial, on fait un peu ce qu'on veut. Moi, j'étais un peu choqué comme vous quand j'ai vu à la télévision ce jeune, je me souviens plus du nom, cet enfant, mais même plus, qui avait gagné un concours de musique Bial, je ne sais plus comment il s'appelait. Ah, ça c'est autre chose. Moi, je parlais de l'enfant... Qui est ni garçon ni fille. Donc, est-ce que c'est pas un phénomène de mode de dire on s'identifie à ces personnes qui ne sont ni hommes ni femmes? Et je reviens plus en arrière, le rôle aussi des pédopsychiatres ou des pédiatres qui, moi j'ai lu un bouquin disant il faut plus que les garçons jouent aux petites voitures, il faut plus que les filles jouent à la poupée. Ça, j'avais été choqué comme c'est pas possible. Moi j'ai une fille, je suis ravi qu'elle joue à la poupée, je vais pas. Quelque chose qui serait commencé avec Polnareff. Donc c'est une question de culture et d'éducation. Je pense pas que ça soit une mode qui va passer, parce que je pense au contraire que c'est une longue évolution.
On a connu, nous, dans les années 70, ça a commencé avec ces chanteurs qui étaient androgynes, avec David Bowie qui se grimait en fille. Ça a commencé comme ça, et ça finit aujourd'hui avec les transsexuels. Donc il y a une évolution, au contraire. Je ne pense pas que ça soit un effet de mode, c'est un continuum. Et deuxièmement, je pense effectivement que vous avez tout à fait raison. En fait, il y a ce qu'on appelle des stéréotypes. Stéréotypes masculins et stéréotypes féminins. Et je pense que justement, la seule façon de lutter contre cette évolution, si on veut lutter, moi je pense qu'il faut lutter, c'est combattre idéologiquement ces gens en défendant les stéréotypes. Je pense que les stéréotypes, qu'est-ce que c'est ? C'est le produit de la sagesse humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard qu'il y a des stéréotypes, qu'il y a des préjugés. Les préjugés ne sont pas mal en soi. Il faut s'en méfier parce qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas, salir quelqu'un, être intolérant vis-à-vis de quelqu'un de différent. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. Ça, c'est une attention qu'on pouvait avoir légitimement dans une société cohérente et unifiée. Aujourd'hui, on a une société complètement déconstruite et complètement déstabilisée. Donc nous devons au contraire retrouver l'utilité des stéréotypes et des préjugés. C'est le produit de la sagesse millénaire des hommes. Ce n'est pas un hasard. Ce mélange entre biologie et social, ça a une grande légitimité. Comme disait Burke ou Barrès, il faut chérir les préjugés. C'est ce qu'ils nous ont fait. Alors je dis, il faut s'en méfier, il faut les nuancer, mais il faut les chérir. Et parce que nous sommes aujourd'hui à une époque où on les a détruits au bazooka. Et je pense que le produit de notre situation, c'est qu'on a voulu et qu'on a diabolisé tous les stéréotypes et tous les préjugés. Je pense qu'il faut faire leur éloge. Donc c'est votre solution pour justement faire face, ne pas accepter, mais faire face une vraie lutte à l'université. Moi, je serais prêt pour supprimer les départements de théorie du genre qui n'ont aucun intérêt en vérité. C'est vraiment... moi, je ne vois pas l'intérêt de ces départements. Ils se sont répandus. Ils deviennent maintenant la mode. Alors là, on peut parler de mode. Ils font pression sur les départements de culture traditionnelle avec une pratique presque terroriste. Je pense qu'il n'y a aucun cadeau à faire à ces gens. C'est une vraie guerre idéologique. Il serait temps qu'on se réveille. Ou l'écriture inclusive. Mais c'est la même chose. Non, ça, oui. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Eric, moi je trouve que en fait, vous livrez l'analyse d'un mâle blanc hétérosexuel conservateur. Oui. Je vous rejoins sur pas mal de choses, Oui, notamment sur le principe de la généralisation, ça c'est vrai. Mais ensuite, là où je serais, moi pour le coup, assez humble, c'est, alors il y a le sujet des attirances sexuelles et il y a le sujet de l'identité sexuelle, de ce que l'on est. Et précisément, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on pousse, et notamment les enfants, à dire intérieurement ce qu'ils se sentent. Est-ce que tu es un garçon en toi-même ou est-ce que tu es une fille ? Alors, l'effet pervers, c'est qu'effectivement, il y a un côté spectaculaire, et l'histoire du petit garçon de 8 ans sur le plateau de Quotidien en est l'illustration parfaite. Moi, j'étais choqué. Je pense que les parents n'ont pas à dire à un petit garçon, il faut que tu le dises, tu es un exemple. Tu es un exemple à suivre, peut-être pas, mais tu es un exemple et tu dis quelque chose, ce qui est vrai. Donc moi, je considère que c'est bien quand même qu'aujourd'hui, dans la société, on puisse affirmer qui l'on est intérieurement, parce que je pense qu'il y a des gens au-delà de la question de l'homosexualité que je distingue. La question transgenre, c'est pas tout à fait la même. C'est qui je suis en moi-même. Et on peut être un homme, se sentir une femme et être attiré Ce que dit Éric Zemmour, c'est l'imposer à la société. Alors oui, exactement. Mais le débat, il est là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des militants qui veulent imposer ça et dire j'ai un droit individuel. Et qui réussissent. Et je demande à la société. Qui réussissent à terroriser tout le monde. Voilà, et dire je veux une reconnaissance absolue et totale et je veux des toilettes spéciales pour moi dans tous les aéroports, etc. Et puis ensuite, il y a des gens qui le vivent de manière beaucoup plus intime. Et ceux-là n'ont pas à se sentir brimés. Éric Zemmour répond et ensuite Marc Menon pose sa question. Moi, vous avez compris, je ne me place pas sur un plan individuel. Je respecte tous les individus, je suis sincère quand je dis ça. C'est vraiment... ma question est politique. Bien sûr. Laissez-le répondre. Ma question est politique. Je dis, il faut lutter politiquement. Moi, j'ai l'habitude de dire en plaisantant, je n'ai absolument rien contre les homosexuels. C'est ridicule de dire ça. Ça a toujours existé, ça existera toujours. En revanche, je lutte politiquement contre les gays. C'est pas la même chose. Comprenez ? Non, là, il y a la lutte politique. C'est-à-dire des gens qui se groupent en minorité. Oui, les lobbies gays. D'imposer. Voilà, exactement. Oui, ça, moi, je suis leur adversaire. En revanche, les homosexuels,
Alors là, ça me pose aucun problème. C'est pas un sujet pour moi. Vous voyez, c'est de l'ordre du privé. Oui, Comme on parlait de la religion, etc. Pour moi, c'est une évidence. C'est la laïcité, chère à Marc. Voilà, on peut étendre à ça si on veut. Voilà, c'est la parcellisation. Mais oui. Évitons la fragmentation. Moi, je crois. Alors, il y a plusieurs points. Le premier, quand vous dites les stéréotypes. Bon, moi, j'ai des filles. J'ai ma sœur, elle avait 2 frères. Elle faisait plutôt du vélo que de jouer à la poupée. Et puis, c'est une femme formidable, etc. Donc, on n'est pas obligé de jouer à la poupée. Évidemment. Moi, j'avais acheté personne n'oblige tout le monde. Non, mais je veux dire, les stéréotypes quand on joue. Mais ce qui est beaucoup plus grave, et c'est ce que vous avez mis en évidence, c'est qu'un gamin à 8 ans, ça veut dire quoi? Je me sens une fille ou un garçon à 8 ans. On a tous des doutes sur ce que nous pouvons être. Et c'est de lui dire, écoute, on verra ça plus tard. C'était autant je suis pour le dialogue avec les enfants, ne pas les infantiliser, ne pas les enfermer dans un monde où ils ne seraient pas capables de philosopher, ouvrons-les à la philosophie, mais ne soyons pas là en train de dire « Oh mon petit bonhomme, tu te sens une petite fille, alors maintenant tu veux mettre une robe, une petite culotte. » Enfin là c'est ridicule, c'est même monstrueux, c'est assassiner le potentiel d'un enfant. Eh ben on est d'accord là-dessus. Oui, non mais... Et vous voyez où on en est, c'est-à-dire qu'il y a eu je prends 2 exemples que j'ai lus très intéressants. Vous avez vu la campagne contre Madame Rowling, l'auteur de Harry Potter, parce qu'elle a dit qu'un homme et une femme, c'était différent. Elle a subi une bronca sur vos chers réseaux sociaux, qui l'ont insulté, qui l'ont couvert d'opprobre et d'injures. Enfin, on en est là. Deuxièmement, en Californie, je tiens à vous dire quand même qu'un homme qui déclare se sentir femme peut être emprisonné dans une prison de femmes. Ça existe en Californie aujourd'hui. Et qu'il y a eu des viols à cause de ça. Bien sûr. Oui. Donc si vous voulez, quand je vous dis que moi je me place uniquement sur un plan politique, peut-être que ce type était sincère. Vous voyez, moi je m'en moque en vérité. C'est pas mon sujet. C'est ce qu'il se sent. Enfin, il faut arrêter avec cette idée de ressenti qui devrait imposer à la société. On se moque des ressentis des uns et des autres. Enfin, on les respecte. Avec Freud. On les respecte. Mais oui, on les respecte individuellement. Voilà. Mais politiquement, on s'en moque. Voilà. C'est exactement, vous avez raison, comme la laïcité. Exactement. Enfin, la religion, on la vit dans son intime et pas sur la place publique. Et n'oublions pas Freud qui a dit... Eh bien oui, dans notre intime, on est bisexuel, mais donc vous le vivez comme vous le voulez, mais pas, voilà, à un moment donné, parce que si on est bisexuel, on peut à un moment se laisser aller à être garçonne ou être autre chose. Voilà. Merci Marc, on n'aura plus de toi après pour l'affaire Dreyfus.